Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Dans cet épisode du podcast de Mixing Génération, j'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Ballet de Cocremont. Emmanuel est psychopraticien d'inspiration jungienne, expert renommé de l'enfant intérieur depuis plus de 30 ans et auteur de best-sellers comme Vos parents ne sont plus vos parents et La thérapie de l'enfant intérieur sorti en 2022. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les liens que nous tissons tout au long de notre vie avec nos parents ou nos enfants en fonction de notre position dans la lignée. Quel lien crée-t-on avec nos parents une fois adultes ? Une relation juste est-elle possible ? Ces réflexions sont particulièrement importantes, notamment quand on parle de la relation aidant-aidé. Emmanuel, pour commencer, pourquoi cette relation est si complexe à aborder ? Alors, elle est très complexe parce qu'en fait, dès le départ, notre perception de ce qu'est un enfant est mythifiée, en fait, est erronée depuis, je dirais, l'aube de l'humanité. Même si aujourd'hui, évidemment, au XXIe siècle, on se dit, on a fait tellement de progrès, en fait, par rapport à ce regard que l'on porte sur l'enfant. Parce que beaucoup de recherches, beaucoup de compréhensions sont arrivées. Néanmoins, on constate toujours aujourd'hui que notre perception de l'enfant et donc de la relation que nous avons à créer avec cet enfant, s'appuie beaucoup sur des mythes, sur des idées préconçues et sur aussi une nature de lien, une nature de relation qui demeure hiérarchique et dissymétrique, et ce, même lorsque l'on devient adulte. Alors qu'elle soit dissymétrique, c'est logique, puisque quand on est enfant, évidemment, on a besoin aussi d'avoir un adulte contenant, qui exerce une forme d'autorité, de soutien, de protection, d'encouragement. Donc cette dissymétrie ne choque pas, elle est normale. Mais par contre, elle s'appuie en fait sur une culture quand même qui reste une culture du devoir, de l'obéissance, de la soumission, de la peur en fait exercée sur l'enfant pour que celui-ci en fait adhère aux désirs, aux attentes du parent. Mais donc de fait, on ne resterait pas toujours l'enfant de nos parents ? Alors, on reste bien sûr l'enfant de nos parents, je dirais, en termes filial. C'est-à-dire qu'au niveau de la filiation, évidemment, on reste l'enfant de son parent et le parent reste le parent. Mais par contre, on oublie que cette filiation n'est pas l'aspect finalement le plus important, ni d'ailleurs le plus intéressant de la relation entre l'enfant et le parent. L'aspect le plus important, c'est celui qui concerne cette fonction que le parent a endossée vis-à-vis d'un autre être humain qui certes vient de lui, si c'est son propre enfant, mais sauf cas donc d'adoption, mais dont il a la charge. Or, la fonction parentale et la fonction filiale ont une durée de vie déterminée, en fait, qui doit se clore. Et on ne l'envisage pas comme ça, évidemment. Les parents n'envisagent pas qu'à un moment, ils ne seront plus parents en termes de fonction. Et c'est dommage parce qu'en fait, je me suis beaucoup rendu compte que envisager la fonction parentale comme étant une fonction à durée déterminée, c'est vertueux en fait. Ça permet d'envisager cette fonction de manière totalement différente. Alors à quel moment cette fonction s'arrête ? Alors évidemment, on ne peut pas figer les choses de manière très simpliste, mais on pourrait dire que quand l'enfant arrive vraiment dans cette période d'adolescence, et de jeunes adultes, là, la fonction vraiment commence à diminuer. On est au crépuscule de cette fonction parentale, donc on va dire entre 18 et 28 ans.
Pourquoi 28 ans? Parce qu'en fait, on sait quand même que le cerveau humain continue à avoir une maturation jusqu'à peu près l'âge de 28 ans. Donc, on reste adolescent et jeune adulte jusqu'à 28 ans. On n'a pas complètement achevé son process. Mais bon, là, on voit que la fonction parentale devrait vraiment considérablement diminuer. Et puis après 28 ans, entre la phase de changement, je dirais entre 28 et 35, là, il y a un positionnement qui doit se construire d'adulte à adulte. Et est-ce que vous avez des exemples de cinéma ou de séries, parce que vous en prenez beaucoup dans votre livre, où il y a Oui. cette relation qui est saine et pacifique, d'adulte à Alors, adulte? d'adulte à adulte. Là, en fait, quand vous me posez cette question, j'ai surtout les scènes de famille dysfonctionnelles. La fameuse série, par exemple, Brothers and Sisters, qui est fabuleuse parce que vraiment, on voit en fait non seulement tout le poids du parent, mais aussi tout le dysfonctionnement que ça génère dans la famille en tant que place, rôle, où chacun finalement est enfermé dans une fonction et un rôle, une place. Mais il y a un film aussi que je cite dans le livre qui est intéressant, c'est la crise en fait, c'est cette fameuse scène dans la crise donc de Colin Serrault où on voit Maria Pacôme, la mère, qui carrément dit à ses enfants et son enfin son mari est là aussi, mais elle va se séparer de lui aussi, donc il en profite et qui annonce à ses enfants que c'est fini. Que c'est fini, la fonction parentale, c'est fini. Elle démissionne en fait de sa fonction parentale. Et là, elle parle à ses ex-enfants adultes qui ont, je sais pas, dans le film, entre 30 et une quarantaine d'années. Là, Et cette scène, elle est très importante parce qu'elle fait beaucoup rire les gens, mais les gens la prennent comme quelque chose d'humoristique. Et en fait, c'est pas du tout humoristique. Cette femme dit, je me suis sacrifiée, je me suis oubliée, maintenant stop. Il faut que je reprenne ma vie parce que je suis une femme et parce qu'il me reste plus beaucoup de temps en fait pour achever ce que j'ai achevé. Et ça c'est important parce que dans cette scène, ça insiste sur le fait que beaucoup de gens le savent aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'avoir des enfants suffit à donner du sens à notre existence. Vu que c'est un passage temporaire, ce qui fait sens dans une existence doit évoluer et les enfants ne vont pas pouvoir suffire. oui, il y a besoin de trouver du sens dans d'autres endroits de nos vies. Dans d'autres dimensions de soi, tout à fait aussi. Vous avez parlé de ex-enfants, ex-parents. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous parlez de ces termes? Alors, j'utilise ces termes pour d'abord leur valeur légèrement provocante, puisque justement, le mot ex vient insister sur le fait que, voilà, à un moment donné, on ne doit plus communiquer simplement comme si tu es toujours mon parent, je suis toujours ton enfant. Et ça insiste sur le fait qu'il faut recréer une relation d'adulte à adulte. Et ça va être un enjeu intéressant parce que ça va être une nouvelle construction relationnelle. Nous avons un nouveau lien à créer à nos parents, nos ex-parents, et l'ex-parent a lui-même un nouveau lien à créer vis-à-vis de son ex-enfant. Et tout cela va nécessiter une forme d'honnêteté en fait vis-à-vis de ce qui s'est passé dans cette relation. Alors c'est le plus difficile, c'est souvent aussi ce qu'on accompagne beaucoup en thérapie familiale, réussir à faire entendre la vérité intérieure de chacun. Parce que les parents ont aussi besoin d'être accompagnés en fait dans le fait que ce qu'ils ont pu vivre est aussi en partie le fruit de leur histoire, de certains de leurs blocages, et il ne faut pas non plus dans la construction de cette relation ex-enfant, ex-parent, mettre le parent à charge, c'est-à-dire dire bon ben voilà, le parent a été défaillant, déficient, etc. C'est un peu court en fait. Bien sûr qu'on peut souligner la défaillance parentale, l'indisponibilité émotionnelle du parent, etc., mais qui a généré une forme de souffrance. Mais d'où vient-elle en fait? Et quand on recrée une relation, je crois qu'on a une mission en tant qu'humain, c'est d'être entendu dans sa souffrance pour ouvrir sa capacité à être ouvert à la souffrance de l'autre. Et pourquoi c'est important dans la relation à nos ex-parents ou dans la famille? Eh bien parce qu'il y a des enjeux transgénérationnels. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement le fruit de notre relation à deux, là, toi, mon parent et moi, l'enfant. Nous sommes le fruit de plusieurs générations, en fait, de traditions, de lignées de femmes, de lignées d'hommes. Et quelles sont les informations qui circulent dans ces lignées? Et ces informations, au moment où nous recréons une nouvelle relation, nous les contrecarrons, en fait. Nous pouvons arrêter d'obéir à des dettes ancestrales, à des missions, à des perceptions, des représentations de ce que devrait être une femme, de ce que devrait être un parent, de façon à davantage libérer
donc notre relation, et aussi, bien sûr, il y a un enjeu pour nos descendants, en fait, pour les enfants. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est en reconstruisant ce lien et cette relation, eh bien, on apaise aussi les lignées transgénérationnelles pour trouver sa Tout à juste fait. place. Et on libère les enfants qui vont arriver. C'est pour ça que dans ce livre qui peut paraître choquant, vos parents ne sont plus vos parents, néanmoins j'insiste énormément sur la notion d'alliance en fait. Mm. C'est-à-dire nous avons à recréer une alliance. Alors cette alliance passe forcément par une alliance avec soi, avec cet enfant qui est en nous, mais c'est aussi un enjeu d'alliance extérieure vers la personne qui a été notre parent. Alors peut-être si on aborde cette question d'alliance, comment on la crée cette alliance? Peut-être d'abord l'alliance avec nous-mêmes, comme vous disiez sur l'enfant intérieur, puis après l'alliance avec l'autre. Oui, tout à fait. Alors l'alliance avec l'enfant intérieur commence vraiment à être davantage considéré dans la psychologie. Souvent, l'enfant intérieur a été un sujet qui a été un petit peu ridiculisé. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès et qu'il a été beaucoup, je dirais, capté par le développement personnel, ce qui a un peu affadi et simplifié cette notion, ce concept qui est très profond en fait. Hein. Et aujourd'hui, les neurosciences commencent à montrer qu'en fait, quand on imagine qu'il y a en nous des parts enfants qui sont exilés, c'est-à-dire qui n'ont pas eu le droit d'exister, qui n'ont pas eu le droit de pouvoir s'exprimer suffisamment, ou alors aussi qui ont tenté d'offrir ce qu'elles avaient, mais qui n'ont pas été reçues, eh bien toutes ces parties exilées compartimentent un petit peu notre psyché. Et donc, cette alliance que nous avons à faire avec notre enfant intérieur, ou plus exactement nos enfants intérieurs, car nous avons plusieurs enfants intérieurs, eh bien, c'est de rapatrier, en fait, de rentrer à la maison avec des parties de nous-mêmes. Et c'est important parce que comme ça nous permet d'être plus entiers, plus aussi, je dirais, en connexion, en relation avec des parts de nous-mêmes qui sont essentielles, en fait, à notre vie quotidienne. Voilà. Vous avez un exemple? Oui, bien sûr, ça peut être des enjeux. Si vous êtes un enfant et puis vous avez vécu toujours avec un parent dépressif, il y a une partie de votre joie naturelle qui soit était inexistante, soit qui est hystérisée sans arrêt. Pourquoi? Parce que comme maman était dépressive, il faut vraiment que je sois joyeux tout le temps. Mais c'est devenu une fonction, c'est devenu un rôle, et moi je suis toujours dans cet état. Ce qui me coupe de mes propres émotions, des moments où j'ai le droit d'être triste, où j'ai le droit de dire j'ai mal, je souffre. Ou à l'inverse, on peut capter finalement l'idée que la joie n'a pas sa place dans la vie, et sans même s'en rendre compte, ces individus sont trop tristes, manquent de vitalité, parce qu'ils ont capté en fait de manière empathique, puis ensuite avec le cerveau mimétique, ils ont adopté sans même s'en rendre compte parfois ces mêmes climats émotionnels dans lesquels ils baignaient. Donc rapatrier l'enfant, ça va être justement de retrouver cet enfant joyeux légitime, et puis de lui redonner une place qui est la sienne en fait, sans devoir répondre à la souffrance de maman ou à l'ambiance lourde du système familial, etc. Mais on peut être aussi perdu et ne pas savoir quelles sont, comme vous dites, nos parts de nous-mêmes et de notre enfant intérieur. Alors, je dirais que c'est pas que l'on peut, c'est que l'on ressent toujours cela. On est toujours perdu en fait vis-à-vis de l'enfant intérieur. Toutes les personnes qui viennent nous voir au départ elles sans doute, elles ressentent une forme d'appel, cette notion leur parle, mais elles sont perdues, elles n'imaginent pas et elles ne savent pas comment cette rencontre va pouvoir se faire. Et dans le travail sur l'enfant intérieur, on va s'appuyer principalement et essentiellement sur le corps. Parce qu'en fait, il y a une mémoire qui ne disparaît pas, et ces parts exilées, même si elles ont disparu psychiquement, elles restent en fait engrammées dans le corps. Donc, à travers différentes pratiques psychocorporelles, on commence à éveiller en fait ces parts de soi, on commence à rentrer en contact avec elles et on commence à pouvoir avoir même un dialogue écrit ou de différentes manières avec ces parties. Et on les découvre en fait. Et c'est important de sentir que finalement, au-delà du fait que l'enfant intérieur est un concept, évidemment, c'est un modèle psychologique d'approche, il n'empêche que nous avons vraiment un fonctionnement enfantin qui reste ici présent dans notre vie d'adulte, dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité. Et donc, les gens découvrent dans le travail thérapeutique qu'au-delà du concept, en fait, l'enfant intérieur devient une personne réelle. Ils commencent vraiment à sentir que c'est une relation avec quelqu'un de réel. C'est quelqu'un qu'ils ont été, mais qui est toujours là, en fait. Oui, qui sont une part d'eux-mêmes, ou une part de nous-mêmes. Tout à fait, quelque chose de totalement vivant, en fait. Et donc, quand on a ajusté
cette relation avec notre enfant intérieur, mais peut-être des individus ne le font pas forcément. Est-ce qu'il y a quand même des comportements à éviter avec nos parents à l'âge adulte? Alors oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que bien sûr, on peut faire un travail sur l'enfant intérieur de manière consciente, mais on peut aussi vivre certains de ces processus de manière complètement inconsciente et à travers d'autres démarches que la psychothérapie. Ça peut être finalement dans différentes choses, hein. Mais ça nous amène à un moment à se positionner de manière différente vis-à-vis de nos parents pour réajuster cette relation. Alors, il y a différentes choses qui sont importantes. Euh, la première, c'est sans doute de donner de l'importance et de la validité, de la légitimité aux informations que notre corps nous renvoie dans la relation avec notre parent. Mm. Et l'une des informations souvent auxquelles il faut être vigilant, c'est quand la relation nous épuise. En fait, et c'est pas bon signe en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et souvent, les gens n'écoutent pas les signaux de leur corps. Ils sont tellement en fait enfermés dans une notion de devoir qu'ils font et qu'ils dépassent leurs limites. En France, on a de la chance parce que par rapport à beaucoup d'autres pays, on a quand même la chance d'avoir un État-providence même si on a tendance à voir que ça se délite un peu, mais bon, on a quand même beaucoup de possibilités. Donc ça peut permettre justement de sentir à un moment que, en fait, ça n'est pas ma place. Si mon parent est vieillissant, ça n'est pas ma place, en fait, de faire sa toilette. Mm. Parce que si je sens que ça m'épuise, si je sens que c'est douloureux, c'est pas OK, en fait. Donc en France, on a la chance de pouvoir avoir des gens qui vont le faire à notre place. Et c'est important parce que là, sinon, on va devenir le parent de son parent. Et ça, c'est le pire drame, en fait, pour soi. Pourquoi ? Parce qu'on inverse la fonction. Et nous n'avons pas à devenir le parent de nos parents. Nous pouvons accompagner notre parent, nous pouvons apporter une forme de soin et d'aide, bien sûr, mais toujours dans la vigilance, que ce soit en accord avec notre vérité intérieure. Et je constate que c'est une règle, plus on a manqué, plus on est attaché. Donc souvent, les grands aidants familiaux qui font tout, etc., sont souvent des personnes qui ont considérablement manqué en fait dans la relation à leurs parents. Et donc ils donnent à profusion à leurs parents ce qu'ils n'ont pas reçu. Et là, à l'intérieur, ils ne se rendent pas compte que psychiquement, ça pose un vrai problème. Leur enfant intérieur ne supporte pas cette situation. Oui, ça peut les épuiser aussi, comme vous le dites, dans le corps physique. Oui, tout à fait. La première trace, c'est l'épuisement. Tout à fait. Mais c'est aussi le renforcement souvent de fonctions insupportables qui deviennent aussi insupportables pour le système familial. Un jour, j'ai accueilli une famille et donc c'était une mère, et le père et puis les deux enfants qui étaient adolescents. Et je leur demande comme d'habitude, qu'est-ce qui vous amène ? Et puis le père et les enfants me regardent, mais vraiment d'un air alarmé en fait. Avec dans le regard, aidez-nous, on n'en peut plus, quoi. Alors, j'essaye de les accompagner à formuler ça, et puis de manière assez diplomate, les enfants et le père commencent à dire c'est très difficile ce qu'on vit, il faut vraiment que vous nous aidiez, voilà. Alors je dis qu'est-ce qui se passe ? Et la mère réagit, elle dit mais il se passe rien, c'est juste que j'ai pris ma mère à la maison, mais c'est normal, c'est mon devoir. Alors, je leur propose un petit travail qui est un travail systémique de mise en situation dans l'espace de la situation. Donc, c'est-à-dire que je demande aux personnes de prendre un objet pour les représenter. Et puis, voilà que chacun prend, alors le père et les enfants prennent des tout petits objets. La mère prend un objet un peu plus gros. Et puis, d'un seul coup, je lui dis, vous allez prendre un objet pour votre mère, donc la grand-mère qui vivait chez eux. Et là, elle prend un objet énorme et elle le place en plein milieu. Et il a fallu vraiment une séance de 2 heures pour que finalement, à un moment donné, cette femme perçoive qu'il y avait un problème. Donc finalement, dans son devoir filial, elle non seulement, bien sûr, elle s'étouffait fondamentalement, ce qu'elle ne ressentait pas, mais elle crée un désordre, en fait, dans tout le reste du système familial. Évidemment, sa mère avait été quelqu'un de particulièrement défaillant et en fait, chez l'être humain, on a toujours tendance à vouloir réparer ce que l'on n'a pas reçu en donnant encore plus. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. C'est intéressant ce que vous dites. Et est-ce que, dans certains cas, si la relation est apaisée, malgré tout, on peut aussi, et si les circonstances le permettent, on peut aussi accueillir nos parents chez nous ou en proximité, vivre proche et être accompagnant tout en sentant la justesse, comme vous le dites, dans notre corps, savoir ce qu'on... Je dirais,
Peut-être que c'est redéfinir la relation d'accompagnement, en effet, en enlevant tout un tas de tâches, comme vous le dites, sur la question de la toilette ou autre, qui n'est pas notre rôle en fait. Oui, tout à fait. Euh, je pense que il y a dans la relation aux ex-parents deux extrémités. Les gens qui se coupent de leurs parents, définitivement, et puis voilà, ou ceux qui sont tout le temps en train de les prendre en charge. Ces deux positions sont souvent suspectes. Alors, dans certains cas, évidemment, s'il y a eu des violences insupportables et même d'ordre criminel, c'est évident que la coupure définitive avec ses parents est logique. Mais souvent, il faut se méfier de ces deux positions. Parce qu'en fait, on peut toujours créer un lien avec son ex-parent. Mais ça nécessite, comme vous dites, une justesse, ce que j'appelle la juste distance. Et c'est déjà de ne pas prendre en charge, en effet, ce que nous n'avons pas à prendre en charge. Et parfois, la proximité physique peut être l'occasion de retisser quelque chose qui ne s'était pas tissé. Mais ça nécessite beaucoup de vigilance, en fait, pour être dans quelque chose où on est vraiment d'un rapport d'adulte à adulte, même si, parce que tu es âgé, je suis plus soutenant et plus prévenant. Ceci dit, nous ne sommes pas dans le devoir, en fait. Nous sommes dans quelque chose que nous réajustons tout le temps, c'est-à-dire est-ce OK? Parce que je remarque aussi beaucoup chez les personnes vieillissantes, parfois, que ces personnes elles-mêmes, finalement, à un moment, s'assujettissent à leurs ex-enfants et deviennent, en fait, des sous-personnes à leurs yeux, mais aussi elles se mettent en position de sous-personne. Or, une personne qui a été indépendante toute sa vie, qui a créé sa vie et qui a été autonomie, même dans le grand âge, même face au handicap ou à la vieillesse, elle veut être considérée dans sa capacité à rester une personne entière. Et donc, c'est ça aussi qui est à entendre. Toujours dans les deux sens, il y a à respecter cette intégrité, parce que les liens humains fonctionnent de toute façon toujours sur le donner, le rendre, et le donner, le recevoir et le rendre. Donc, c'est normal. Mais est-ce qu'on est dans quelque chose d'éthique au niveau de la relation? Est-ce qu'on est dans quelque chose de juste? Est-ce qu'on est dans les bonnes places? Est-ce qu'on est surtout perçu, et ça c'est fondamental, en tant que personne et non plus dans une fonction? Ça, je crois que c'est le plus important. Oui, je vous rejoins totalement. Il y a un besoin de considérer nos parents ou grands-parents, personnes vieillissantes, comme des adultes et personnes à part entière qui ont leurs choix, leurs désirs et leurs envies. Et parfois, leurs décisions ne nous correspondent pas toujours. En tous les cas, viennent nous heurter aussi. Ce que vous disiez, voir ce qu'on ressent quand on est dans la relation en tant qu'enfant, quoi, ex-enfant. Mais il y a aussi l'ex-parent qui peut aussi lui-même se repositionner et sentir que des fois, il n'est pas toujours écouté ou pas forcément attendu là où il espère, comme vous le disiez, sur être assujetti. Tout à fait. Et en termes thérapeutiques, ça signifie aussi que souvent, les ex-enfants qui ne sont pas dans un lien suffisamment juste veulent protéger, continuent à vouloir protéger leurs parents, en fait. Et moi, dans mon enfance, il y a eu un sujet difficile, enfin un traumatisme difficile, puisque ma sœur a été abusée sexuellement, et ma grand-mère était restée dans le secret, en fait. Et tout le monde m'imposait la notion de secret en disant tu peux pas dire ça à ta grand-mère, ça va la faire souffrir, tu peux pas, etc. Et pendant longtemps, moi j'ai porté ce secret et puis à un moment je me suis dit mais il y a vraiment un manque d'amour fondamental pour ma grand-mère dans cette position que je garde. Pourquoi cette femme ne serait pas capable, parce qu'elle est âgée, d'entendre ce qui s'est passé? J'ai considéré que je la spoliais en fait d'une part de la vérité, mais que je la spoliais aussi d'une souffrance qu'elle a à traverser. Pourquoi est-ce qu'on lui épargnerait cette souffrance, puisqu'en fait, ça la concernait aussi, cette histoire, en fait. Elle était concernée de manière proche. Alors, à un moment, j'ai dit à ma sœur, soit tu lui dis, parce que c'est toi qui portes ce secret, ou alors, si tu ne le fais pas, je le ferai. Et lorsque ma grand-mère a été au courant de tout ça, elle était furieuse. De ne pas savoir? Elle était furieuse qu'on ne lui ait pas dit, en fait. Qu'on ne lui ait pas dit, en fait, parce qu'elle continuait à entretenir une sorte de vision et de relation avec la personne qui avait été abusée, complètement anormale. Et elle était très, très choquée, en fait, qu'on l'ait laissée dans ce secret. Et souvent en thérapie, j'observe que même des personnes très âgées, j'ai accueilli il n'y a pas longtemps une mère avec sa fille, et la mère a 89 ans, donc elle n'est pas
toute jeune. Donc évidemment, en thérapie, on va très doucement. Mais cette femme, elle est capable d'entendre. Elle est capable d'entendre que le couple qu'elle a créé avec son mari était particulièrement toxique et chaotique pour les enfants. Elle est capable d'entendre. Moi, je suis vraiment à cheval sur cette idée que nous devons sauvegarder l'humanité des personnes jusqu'au bout. Et l'humanité, c'est faire face à ce dont nous avons à faire face. Voilà, et quel que soit notre âge. Et donc aussi de verbaliser en effet les secrets, de verbaliser les difficultés des uns et des autres, ou les joies aussi. Je pense qu'il y a aussi cette part Bien sûr, importante. complètement, tout à fait. Et d'une certaine manière, quand on lève le secret, peu importe l'âge, je pense que ça libère l'entourage et la personne elle-même. Oui, alors ça libère une énergie et ça libère aussi des nouvelles possibilités de lien. Donc souvent, ça va enrichir le lien parce que quand ce secret est là, quand quelque chose est caché de sa vérité intérieure, de ce qu'on a vécu enfant qui nous a fait trop souffrir ou d'événements, etc., c'est aussi autant de possibilités relationnelles qui sont contraintes et qui sont paralysées. Donc quand on libère ça, on a un accès à de nouveaux sentiments et puis on retrouve aussi les bons aspects de la relation. Parce que donc, sinon, ces aspects sont passés en second plan, en fait. Ils ont un peu disparu. On a oublié en quoi cette relation n'était pas qu'une relation problématique, mais c'était aussi une relation par certains aspects nourrissante. Donc, quand on travaille sur l'enfant intérieur, j'insiste toujours sur cette idée que, parce que les gens, au départ, ils veulent pas aller voir leur enfant intérieur blessé. Mais je leur dis, mais plus vous allez contacter votre enfant intérieur blessé, plus vous allez réveiller un enfant doué. Plus vous allez travailler sur vos traumas ou vos blessures d'enfance, plus vous allez rapatrier en vous les souvenirs nourrissants. Quelles étaient les personnes qui ont été des témoins lucides, des témoins soutenants? Quelles ont été les expériences qui étaient si riches et si importantes et qui vous ont fait grandir? Et elles vont réapparaître, en fait. Mais je repense aux deux femmes là, que vous avez accueillies, donc la mère de 89 ans, je crois, et la fille. Mais la mère qui impose une relation toxique, elle-même, peut-être que dans son enfance, elle a pu vivre aussi des relations complexes avec ses parents ou son système familial. Quoi. Il y a peut-être quelque chose un peu de boule de neige qui existe. Oui, alors dans le travail sur l'enfant intérieur, on va se méfier en fait d'une chose qui est la suivante, c'est que par tradition, n'oublions pas que la relation donc enfant-parent est dissymétrique. Ça veut dire que même si ça ne paraît pas, c'est toujours en faveur du parent. Donc en termes thérapeutiques, il faut se méfier de la tentation de vouloir considérer le parent et comprendre le parent avant l'enfant. Okay. Donc les deux sont importants, mais on va toujours commencer par valider la vérité de l'enfant ou de l'ex-enfant. Et une fois que ça c'est fait et que ça peut être entendu, etc., on passe bien sûr à la vérité intérieure de l'ex-parent. Et c'est évident que cette femme de 89 ans qui avait créé vraiment un système toxique, elle venait elle-même d'une enfance catastrophique, évidemment. Et pourquoi je dis que c'est important à un moment donné dans la thérapie, pas au début, mais d'aborder ça, parce qu'on va défaire une chaîne en fait de transmission. Et en effet, après, les autres enfants seront plus apaisés et les relations de fait seront aussi plus justes et plus pacifiées. Complètement. Et puis ça permet aux générations futures de ne pas apporter des informations inconscientes qui vont venir, on ne sait jamais trop comment, mais qui vont venir entraver leur vie, leur développement. Alors, est-ce qu'une des solutions, ce serait à la fois de grandir, mais aussi, j'allais dire, de vieillir dans un environnement beaucoup plus large, comme une tribu, avec d'autres, quoi, surtout sur l'éducation des jeunes enfants, on parle un peu de cette tribu... On dit qu'il faut une tribu pour élever un enfant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une tribu pour que les parents âgés vieillissent? Oui, dans tous les mythes de l'humanité, on observe toujours un peu la même chose. L'idée que quand même la famille, c'est juste un point de départ et que nous avons à quitter notre famille. Donc tous les mythes mettent ça en scène. Tous les mythes mettent en scène aussi qu'à un moment, nous allons être reconfrontés à cette famille. Et nous devons y être confrontés de manière différente, c'est-à-dire en étant une personne différente. Donc là, on évoquait le fait d'être un adulte et plus un enfant, plus l'éternel enfant face à son parent. Mais on constate dans beaucoup de mythes aussi que ça passe en fait par le fait de refaire famille.
C'est-à-dire faire une famille de cœur, on pourrait dire, qui n'a rien à voir avec notre famille d'origine. Même si cette famille d'origine a été par ailleurs nourrissante, etc. Et même s'il y a des liens aimants, etc. Mais en fait, nous avons besoin de créer toujours une nouvelle famille. Cette nouvelle famille, c'est une famille avec soi-même, avec les différentes parts de soi-même, mais c'est aussi à travers d'autres relations en fait autour de nous, d'autres tribus, etc. Souvent, la thérapie de groupe offre ce passage temporaire où les gens sentent que le groupe de thérapie, c'est une nouvelle famille, un espace nouveau dans lequel ils vont pouvoir se reconstruire avant d'affronter peut-être justement leur famille et puis de créer de nouvelles choses pour eux. Donc nous vivons dans une société, je pense, qui oublie cet aspect en fait, que nous avons besoin en effet d'autres familles et que c'est une réponse saine à ce qui nous a manqué dans notre famille d'origine, mais que ça ne doit pas, et ça doit être un travail de conscience parce que je constate souvent que du coup, aujourd'hui dans nos sociétés, ça se fait dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a un repli. Hein. Soit il y a le repli sur la famille d'origine, soit il y a un repli communautaire. C'est-à-dire on se replie sur un aspect d'identité. Voilà, qu'il soit religieux, qu'il soit d'origine, voilà, etc. Et là, on voit que ça se ferme en fait. Hein. Je crois qu'en tant qu'être humain, si on s'épanouit, si on grandit dans nos liens, alors on s'ouvre au monde. On s'ouvre davantage aux autres et au monde. Et en effet, on a besoin d'être ouvert, mais comme vous le dites, il y a un besoin d'ouverture et de trouver différentes tribus affinitaires qui sont aussi des mélanges de nos identités multiples en fait, puisque on n'a en effet pas qu'une forme d'identité, on a cette pluralité en nous. Bien sûr. D'identité, on a besoin de les faire éclore et oui. dans plusieurs milieux souvent. Oui, et n'oublions pas que nous guérissons psychiquement à travers nos relations. Donc nous avons besoin de relations qui correspondent à différentes facettes de nous-mêmes, en effet. Hein, et d'envisager la relation comme un espace de soin. Ce n'est pas l'autre qui nous guérit. C'est ce que l'on s'offre à travers la relation, dans le respect de l'autre. Donc l'idée de plusieurs tribus, de plusieurs facettes, de différents univers dans notre propre vie est fondamentale. Hein, et plus on vient d'un système qui a été peu nourrissant, plus justement nos représentations sont plutôt pas assez flexibles, figées, et du coup on a une façon de chercher une réponse à nos besoins très rigide et très figée et fermée finalement, étroite. Oui, la nécessité d'ouvrir, en tous les cas, je retiens ce mot-là. Peut-être que pour terminer, Emmanuel, s'il y avait un pas à faire pour faire lien différemment aujourd'hui avec nos ex-parents, quel serait-il ? La chose fondamentale, c'est de réussir d'une manière ou d'une autre à redonner la parole à l'enfant qu'on a été. Et ça n'a rien à voir avec le parent dans le sens où c'est pas la question du reproche ou de ce qui m'a manqué, mais c'est de faire entendre ce que l'enfant que nous étions a pu ressentir, vivre. Que ce soit d'ailleurs douloureux ou positif. Hein, n'oublions pas ces deux facettes. Parfois, il y a aussi une partie des liens avec nos ex-parents qui n'est pas en équilibre parce que nous n'arrivons pas à nommer le fait que quand notre parent nous a proposé de faire telle chose ou telle chose, ça a été un grand moment de nourriture et nous ne le mettons pas en avant. Et le parent n'en est pas forcément conscient. Je parle souvent des loyautés positives en fait. On parle beaucoup des loyautés négatives, etc. Mais il y a des loyautés positives. Et moi, j'ai vécu une loyauté positive vis-à-vis de mon père, c'est que je suis une grande partie de ma première vie, j'ai été enseignant, donc prof d'histoire. Et mon père ayant fait la guerre d'Algérie, à un moment, quand j'enseignais en lycée, j'ai proposé de venir faire des témoignages, en fait. Donc, il est venu dans mes classes de terminale pendant 10 ans et témoigner devant mes élèves de terminale. Et c'était des grands moments, les élèves adoraient. Et mon père était ravi, en fait, de faire ça. Puis un jour, j'étais dans l'amphithéâtre avec mes élèves, j'écoutais mon père, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Emmanuel ? Tu réponds en fait à une loyauté. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce que cette loyauté est positive ? Et en fait, elle l'était. C'est-à-dire, c'était une partie de moi acceptait parce que c'était OK pour moi, et puis parce que ça correspondait aussi à une chose que j'aimais et qui me remplissait.
mais grâce à finalement mon goût pour l'histoire et ma passion pour l'histoire, je permettais à mon père d'avoir un espace de parole qu'il n'aurait pas eu sinon. Et là, on était dans une loyauté positive. Et le fait de construire consciemment cette loyauté m'a permis d'avoir une relation avec mon père que je n'avais jamais eue. Je trouve ça très beau et très juste en fait. En effet, reconnaissons nos loyautés positives et ce que nous ont apporté nos parents ou ce que nous pouvons leur apporter aussi dans des espaces pour créer cette relation. Donc, et puis le verbaliser, je pense que ça donne encore plus de sens par rapport à votre père. Merci beaucoup Emmanuel pour notre échange. Merci Mélissa Asli. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.